Yo l'équipe, avant de démarrer l'épisode, je vous rappelle que vous pouvez laisser un commentaire, un review et même des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous voulez le faire sur Instagram, n'hésitez pas, c'est dedicated_podcast. Merci à tous, peace out. What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Hello l'équipe, on est de retour pour l'épisode numéro 18. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yohan Provenzano. Yohan, comment tu vas ? Salut, merci, ça va très bien. Je suis très bien accueilli, c'est très joli en plus où on est, donc merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors, je vais faire une petite présentation pour ceux qui éventuellement te connaissent pas. Donc Yohan, tu es humoriste, comédien. On peut te retrouver sur tes réseaux où tu partages énormément de contenu. On a pu te voir à la radio, à la télé. Tu performes actuellement ton spectacle sur scène. Ouais. Et tu as une page Wikipédia qui mentionne que tu joues en 2e ligue à Montreux. Oui, ça elle n'est pas à jour, la page Wikipédia, malheureusement. Ouais. Ok. Pour démarrer, Yohan Provenzano, c'est ton vrai prénom ? C'est mon nom et mon prénom, ouais. Oui, c'est sur ma carte d'identité, exactement. Ok, magnifique. Et pourquoi sur Instagram, c'est MyDudeness ? C'est une très bonne question. Ça date de quand je me suis inscrit sur Instagram, je pense que c'était en 2011, 10, un truc comme ça. Ouais. Et j'avais mis Yohan 7, c'était déjà pris. Yohan-7, c'était déjà pris. Et du coup, moi, à cette époque-là, j'étais fan de The Big Lebowski. Ok. Et dans la traduction du film du Big Lebowski en français, c'est, je sais plus comment c'est, mais en anglais, c'est His Dudeness. Ok. Genre le king des dudes, tu vois, Ouais, c'était un peu le dude. Et puis moi, je trouvais His Dudeness, il était déjà pris, donc j'ai pris My Dudeness en mode... voilà, un truc un peu au bol, et puis c'est resté. Puis j'aime bien. Ok, moi je trouve ça cool aussi. Je trouve, je sais pas, il est rentré dans ma tête en tout cas. Ouais, des fois ça arrive que les gens font Oh my goodness, puis je suis là, ouais, ça va quoi les gars. Attends, on va juste remonter à peine le micro. Oui, bien sûr, comme ça. Comme ça, tu veux que je parle comme ça ouais. près du micro. Alors pas aussi, tu n'es pas obligé de l'embrasser, mais ouais, là on est bien. Moi je t'ai découvert il y a un peu plus de 10 ans, je pense, sur Instagram. Ah ouais, purée. Avec tes vidéos où tu avais le fameux personnage MC Tercuit. Oui, ouais. Du coup, tu avais commencé le stand-up déjà à ce moment-là, ou bien comment ça démarre pour toi ? C'est d'abord les vidéos Instagram, d'abord le stand-up, parce qu'au final, on ne sait pas vraiment. C'est vrai. Alors moi, de base, j'ai commencé par la scène. Ouais. Mais j'avais 18 ans, je crois que c'était en 2010, où je faisais des MC pour des potes qui ont des écoles. Parce qu'à Vevey, où j'ai grandi, il y a beaucoup d'écoles de danse. Ouais. Entre Vevey et Aigle, il y a beaucoup d'écoles de danse. Et du coup, il y a beaucoup de spectacles de fin d'année de ces écoles de danse. Ok. Et ils cherchaient, c'était KFM, je me souviens. C'est, ok. Ouais, qui font du break. Du break, ouais. Exactement. Qui, chaque année, faisaient leur spectacle de fin d'année à l'Aiglon, à Aigle. Et... ils m'ont dit t'es chaud à faire MC, t'as une grande gueule, t'es rigolo, ça peut faire des accents. Puis j'ai dit ok. Et puis c'est là où j'ai commencé un peu à titiller la scène, mais sans rien écrire ou quoi. J'étais plus en mode et maintenant enfin Maximum de Bruy nous vient de France, c'est Lil Pump, je sais pas quoi. Puis je faisais du break et tout. Et puis ensuite je tombe sur un docu RTS, je sais plus si c'était un passe-moi les jumelles, enfin on s'en fout. Et en gros c'était autour du Swiss Comedy Club, qui était le premier comedy club en Suisse romande à Lausanne. Et il suivait un mec qui il suivait sur la journée, puis ensuite il allait jouer à la cave du Bleu Lézard à Lausanne. Ok. Et puis moi j'étais là en mode ah putain mais c'est cool quand même. Et puis à la fin il y a une adresse mail swisscomedyclub@je sais pas quoi.ch. Et du coup j'écris à cette adresse mail, mais j'écris le samedi. Et je reçois une réponse le samedi soir. Ouais, alors si t'es chaud, viens mardi. Ok. Et du coup, je suis allé mardi et j'ai dû écrire un truc. Et c'est la première fois que je suis monté sur scène, du coup, en faisant vraiment du spectacle, du stand-up. Parce que c'était pas vraiment du stand-up, je faisais un personnage qui s'appelle André de la Crota. Ouais. Et j'avais écrit un truc où je parlais comme ça tout le long. Et puis... Et puis du coup, c'est comme ça que j'ai commencé la scène. Mais ça date d'avant les vidéos. Ok. Où ensuite, je fais ça. Donc ma première scène en mode full écrit ou quoi, c'était devant 4 personnes dans une salle de la SSA à Lausanne.
où tu avais le programmateur du créateur du Swiss Comedy Club, qui s'appelle Ivan Madonia, Jesse Cobel, qui était un peu son humoriste, un peu qui faisait le maître de cérémonie pour tous les plateaux ou quoi, et puis 2 autres mecs qui étaient dans la même situation que moi. Donc la première fois que je fais des blagues écrites devant des gens, c'était devant 4 personnes, 4 gens du métier. Donc c'est pas hyper agréable de jouer devant des gens du métier. Et puis ça a été, et du coup il m'a dit ouais, bah, tu viens pour la scène ouverte du Bleu Lézard dans 2 semaines, tu fais ce que tu m'as montré, c'était cool, c'était chouette. Et puis ensuite dans la foulée, tu as le concours du Banane Comedy Club, qui est organisé par Fréquence Banane, qui est la radio de l'EPFL, la radio étudiante de l'EPFL, et le Swiss Comedy Club. Et du coup, bah, inscris-toi à ça, c'est marrant, c'est un petit tremplin et tout. Et je m'inscris. Là, je fais la rencontre de Thomas Wiesel, qui s'inscrit sur le même concours que moi. Du coup, c'est là qu'on se rencontre. Donc ça, c'est 2011. Et du coup, on fait nos blagues. Thomas et moi, on passe en finale. On se retrouve, on fait des demi-finales. Moi, je fais mon spectacle André de la Crotta que j'avais fait avant. Du coup, je passe en finale. Donc, je dois réécrire quelque chose de nouveau. Donc, je fais un mélange entre du stand-up et André de la Crotta, parce qu'ils avaient bien aimé que je fasse André de la Crotta. Du coup, c'était un espèce de mélange. Mais il y a des vidéos et ça me frissonne de malaise, tellement c'est pas bien. Mais voilà, c'est le début. Et puis, c'est cool de voir, de regarder ça avec tendresse un peu. Regarde le chemin que j'ai parcouru, ça fait plaisir. Et du coup, je fais ce Banane Comedy Club et je me retrouve dans les 2 derniers avec Thomas. Et puis du coup, ça c'est la finale, ça. C'est la finale des finales et il détermine à l'applaudimètre et c'est Thomas qui gagne le premier Banane Comedy Festival. Et puis moi, je suis le runner-up, le dauphin. Et puis ensuite, grâce à ça, j'ai pu jouer, etc. Et j'étais jeune, j'avais 20 ans et ça se passait bien au début. Et ensuite, je me suis retrouvé confronté assez rapidement à des situations où ça se passait moins bien. Moi, j'étais un peu moins bon, le public était plus compliqué ou quoi. Et du coup, ça m'a un peu découragé. Donc, je pense que j'ai enchaîné 7-8 mauvaises expériences de scène. Ça m'a un peu découragé. Du coup, j'ai arrêté un peu le stand-up. J'ai donné comme excuse, il faut que je finisse mon gymnase, j'ai ma matu à avoir et tout. Et du coup, je termine le stand-up, je fais une pause dans mon stand-up et puis du coup, je continue mes études. Et ensuite, je termine mon gymnase, j'ai une bonne note, etc. Tout va bien. Je pars en année sabbatique où je profite pour faire mon service civil, pour partir un peu en Angleterre et tout. Et à la fin du gymnase, il y a Instagram qui lance la fonction faire des vidéos. Ouais. Tu vois, c'était des vidéos parce que jusque-là, c'était Vine en fait. Ouais, c'était ça. Et puis du coup, Instagram, il lance la fonction. Tu fais des vidéos, mais c'était que 15 secondes. Ouais. Et du coup, je m'amuse et je commence à faire mes personnages parce que c'était le truc que je pensais faire bien et que du coup, je me suis dit, ça pourrait faire marrer les gens. Donc, je commence à faire ça et je poste du coup sur Facebook et je vois, purée, il y a 100 likes sur une vidéo je faisais MC Circuit. Je vois, il y a 100 j'aime et je dis, putain, c'est cool, les gens. Et puis, dans les gens qui like, c'est que les gens que je connais. Puis, purée, c'est bien, ok, j'en refais une dans 2 jours. Et ça s'est décanté comme ça. Et au bout d'un moment, c'était plus des gens que je connaissais, c'était des gens qui likaient, qui étaient des potes de potes. Ensuite, c'était des potes de potes de potes. Et ensuite, c'était des gens que je connaissais plus, que je savais plus d'où ils venaient ou quoi. Mais puis, c'est là que c'est parti, quoi. Et du coup, 2013, c'est là où il y a une lanterne, un phare qui s'est projeté sur moi. Et puis, en gros, voilà, c'est là où j'ai commencé, entre guillemets, à buzzer. Parce que je pense qu'on peut parler on parle d'un buzz. On peut parler d'un buzz à ce moment-là. Ouais, c'est clair. Il y a eu une époque où je pouvais pas me balader à Lausanne tranquille, quoi, parce que les gens ils s'arrêtaient et tout. Et c'était un peu nouveau. Et puis du coup, c'est là où ça a commencé. Et 2014, je recommence le stand-up avec du coup ce bagage de mec qui fait des vidéos. Ouais. Moi, je suis un humoriste de stand-up. Mais pendant longtemps, j'ai été un gars d'internet. Aux yeux des gens, aux yeux des médias, aux yeux de. C'est vrai. Et du coup, d'essayer de récupérer cette casquette d'humoriste, tu vois, d'humoriste de scène, ça a été très compliqué parce que pendant longtemps, j'étais, tu vois, en Suisse romande, j'étais un peu tout seul pendant un moment. Mais il y avait toujours les Norman, les Cyprien, les Mister V en France. Ouais. Donc du coup, vu que c'était nouveau pour les Suisses romands, moi, il fallait coller une étiquette. Allez, il est youtubeur. Alors que je pense, dans ma vie, j'ai 10 vidéos sur YouTube. Ouais, c'est ça. T'es pas youtubeur non plus. Je suis pas youtubeur. Mais du coup, j'ai été estampillé de cette étiquette-là. Et c'était compliqué, encore aujourd'hui, je pense, de la remplacer par je suis un humoriste de stand-up à la base des bases. C'est ça que j'aime. Et c'est là où je
je m'exprime le mieux, quoi. Ouais, la scène. Ouais. Et tu vis tout ça, mais c'est à quel moment où tu te dis, parce que tu as expliqué que tu as fait ton gymnase, etc. Ouais. À quel moment tu te dis, bon, je vais essayer de faire ça à 100%? Il y a moyen, quoi. Ouais, bah, c'était pendant l'Uni, parce que moi j'avais comme objectif d'être prof. Je voulais être prof d'anglais et de français. Et du coup, j'avais tout fait pour. Bah, j'ai fait 5 ans de gymnase, parce que j'étais en diplôme. Puis ensuite, je suis repassé en deuxième matu pour. Enfin voilà, bref. Et du coup, j'ai commencé, mais j'étais à l'Uni et en même temps, bah, j'avais mes mandats d'humoriste. Je bossais, je faisais des blagues sur scène, je faisais des vidéos. Enfin, il y avait plein de trucs. Mais je me suis fait tellement chier pour aller à l'Uni que je termine mon uni. Donc je termine mon bachelor en 2017, mais je peux partir de chez mes parents en 2016, donc en deuxième année d'uni. Je peux partir de chez mes parents grâce à l'argent des blagues, en gros. C'était déjà un peu mon métier. Ouais. Mais je me suis dit, allez, je termine l'uni. Donc 2017, je termine et c'est là où je me lance à 100% dans cette activité-là. Ok. Donc 2017, ouais. Mais c'est quoi qui t'a... C'est le fait de pouvoir en vivre et de prendre ton appart qui te ouais, c'est ça. C'est là où je détermine que je suis devenu humoriste professionnel. Ouais. C'est quand j'ai pu partir de chez mes parents. Ouais, parce que c'est pas comme si t'as dans le foot où t'as un club qui te signe un contrat puis voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est assez diffus. Ouais. C'est à toi de le déterminer. Exactement. Au final, ouais. Et je symbolise le moment où je m'installe tout seul comme le moment où c'est parti, quoi. Ouais. De manière générale, comment tu cultives ta créativité? Parce que tu vois, tu crées des vidéos sur Instagram, tu as ton spectacle, tu fais des interventions à télé, radio, etc. C'est-à-dire que tu dois être en constante création. Ouais. Et ce que tu as fait sur scène peut pas forcément être ce que tu vas faire sur Instagram, etc. Ouais. Donc, comment tu cultives tout ça? D'où ça vient je crois que j'ai toujours été... Facebook, quand j'ai commencé à mettre les vidéos sur Facebook, il y en avait, je pense... 5 par semaine. J'ai toujours été dans l'ultra production, parce que déjà le format était ultra court, c'était 15 secondes, donc j'avais 15 secondes pour mettre en place un personnage, faire une blague, raconter une petite histoire, puis c'était réglé. Donc c'était entre guillemets assez facile dans le processus de création, c'était une idée, une vidéo, en gros c'était ça. Et puis j'ai l'impression d'avoir gardé un peu ça comme fonctionnement, et puis maintenant moi je pense que j'ouvre mon application notes au moins 30 fois par jour, je note des trucs. Ouais. Et puis ensuite je repasse si je dois faire un spectacle, j'ai envie de tester des blagues, je repasse dans mon application et je me dis ça pourrait être marrant pour faire des blagues. Ça je vais peut-être garder pour faire une vidéo ou quoi. Ouais. Et en fait chaque vecteur a sa propre grammaire, tu vois. Quand tu vas faire du stand-up, tu as 8 à 15 minutes à disposition, donc tu peux poser plus lentement, tu peux mettre un cadre qui est plus global et tout. Tandis que sur Internet, il faut être ultra efficace, donc il faut naviguer dans l'écosystème d'Instagram, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui pourrait toucher les gens, du coup, est-ce que ça s'intègre dans l'écosystème d'Instagram? Pour de la radio, tu vas faire peut-être plus facilement des papiers d'actu, parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Cette fonction-là. Enfin, voilà. Donc oui, je suis en constante création, sans l'aide vraiment, peut-être. Ouais. Ok. Quand tu démarres, ou même peut-être avant, c'était qui tes refs en termes d'humour? C'était qui les gens que tu kiffais? Moi, j'ai un souvenir où je me tape au moins 6 fois le spectacle de Thomas N'Gijol à la Cigale. Ouais. Je l'avais trouvé en pirate sur LimeWire ou un truc comme ça. Celui, il écrit la lettre à son cousin. Exactement. Enfin, il reçoit la lettre de son cousin, envoie-moi un scooter, tout ça. Exact. Et puis, ça a été clairement un des mecs où je me dis putain, il est trop marrant, j'ai trop envie d'être marrant comme lui. Ça a été un des premiers mecs où je me suis dit putain, il est drôle et puis c'est marrant et il est à l'aise et c'est vrai que c'est un peu. Mais quand je vais un peu plus loin, il y a les Gad Elmaleh, les Jamel Debbouze. Mais très rapidement, il y a eu le stand-up anglophone avec des mecs comme Eddie Izzard, je sais pas si tu connais, c'est un humoriste britannique qui était ultra connu dans les années 90-2000. Okay. Mais tu as tous ces spectacles sur YouTube. Et l'univers qu'il proposait, le rythme et tout, moi je trouvais ça trop, trop bien. Mais c'était en anglais, du coup, c'est pas forcément hyper applicable au français. Mais ouais, des mecs comme Thomas N'Gijol, Yacine Bellous, Dedo aussi à l'époque. Ouais. Les 2 premières générations du Jamel Comedy Club. Je crois qu'on a pris la vague Jamel Comedy Club assez fort. C'est pour ça que le stand-up, je pense, est arrivé en Suisse. C'est grâce au rayonnement du Jamel Comedy Club. Et du coup, ils ont été méga inspirants parce que ça a donné envie à plein de gens de le faire ailleurs qu'à Paris, quoi. Ouais, c'est vrai.
Ok. Et aujourd'hui, qui c'est qui te fait kiffer? Aujourd'hui, oh purée, c'est une bonne question. Bah, aujourd'hui, c'est les copains, quoi. Ouais. De voir Alexandre, par exemple, Ouais. Gominec, cartonner autant, moi, je me suis dit, Ça bah, fait plaisir. Ouais. ça fait plaisir. Et puis, je savais que ça allait arriver de toute façon, qu'il allait prendre ce chemin-là. C'était écrit. Thomas Wiesel aussi me fait beaucoup rire. Marina Rollman me fait beaucoup rire. Mhm. Mais si je vais voir ailleurs, moi, il y a Jason Brokers et Farid Ah ouais. que je trouve super. Il y a aussi Paul de Chavannes dans cette équipe-là que je trouve génial. Des mecs comme Merwan Ben Lazar. Il y a Louis Chappet aussi qui me fait beaucoup rire. Il y a un humoriste toulousain qui est à Paris, que j'ai croisé de temps en temps en comedy club, mais très rapidement, qui s'appelle Tom Baldetti, qui me fait beaucoup marrer aussi. Donc, ouais, il y a Il y en une a belle pas mal, promesse, une belle promesse pour l'humour, en tout cas dans les années à venir, ça c'est sûr. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans des situations où tu avais méga envie d'aborder certains sujets, mais que tu pouvais pas à cause du politiquement correct? Surtout avec ces oui. dernières années où La c'est plus sensibilité compliqué. est à fleur de peau et c'est plus compliqué. Non, je crois que je me suis jamais vraiment mis de censure. Je me suis jamais dit ça, je vais pas en parler. C'est juste que si je dois prendre un sujet qui est peut-être un peu touchy, je pense que le plus important et le plus respectueux pour le faire, c'est de vraiment s'y connaître à fond. Je pense que c'est ça la clé quand tu vas aborder des trucs qui sont chauds ou même politiques ou quoi. C'est qu'il faut vraiment connaître ton sujet sur le bout des doigts. Ouais. J'ai un exemple avec Jérémy Ferrari, Ouais. qui fait genre des spectacles où c'est des spectacles d'humour, mais à la fin, il te montre les classeurs et l'épaisseur de tous les classes. Bah, tu vois, il a fait un truc sur la médecine, il a fait un truc sur la religion, il a fait un truc sur... je sais plus ce que c'est, genre sur les associations ou quoi, je sais plus. Et typiquement... bah, quand il a fait son spectacle sur la religion, il avait la Bible, la Torah et le Coran. Et à la fin du spectacle, il met à disposition ses notes, les sources sur lesquelles il se base, etc. Donc tu vois, comme un humoriste comme Jérémy Ferrari, qui est un spécialiste de ça, c'est exemplaire. Parce que tu te dis, OK, pour pouvoir en parler et le faire bien, il faut s'y connaître, mais il faut être incollable, quoi. Ouais. C'est un vrai travail de méthodologie, d'académicien, et ensuite tu le rends marrant. Mais... à la base des bases, je pense que c'est un vrai travail de source. Mais pour revenir à ta question, moi, je m'inscris pas trop dans le corrosif. C'est pas un truc que je sais faire et c'est pas un truc que j'aime faire. Donc, fondamentalement, je vais pas forcément parler de choses qui poussent à la satire ou au corrosif, parce que c'est pas un endroit que je maîtrise, c'est pas un exercice que je maîtrise. Donc, autant pas le faire, quoi. Ok. Monter sur scène, je pense que ça met déjà pas mal de pression. Mais quand tu montes et que les gens ne rigolent pas, oui. C'est quelle sensation? Parce que tu l'as mentionné avant, hein, tu as dit que ça t'a renvoyé un peu hors de la scène. Ah, c'est douloureux, c'est douloureux. Ouais. Bah, en tout cas, moi, ça arrive encore maintenant et c'est normal et c'est nécessaire que les gens se marrent pas. Parce que c'est comme ça que tu avances et c'est comme ça que tu te dis, ok, cette blague, elle est peut-être pas bien, faut que je la formule différemment, peut-être que l'angle est pas assez bon ou quoi. Mais ça remet les pieds sur terre assez rapidement. Et du coup, ça te demande une faculté d'adaptation et de retomber sur tes pattes qui s'apprend au fur et à mesure du bide que tu prends. Donc, plus tu vois quelqu'un bien gérer un bide, plus tu te dis, putain, lui, il a bidé. Ouais. Et moi, j'ai eu des époques, même en ayant eu un succès sur Internet, où je montais sur scène et que ça ne passait pas. Ouais. Et que du coup, il faut réussir à t'en sortir. Et puis, je sais que c'est facile à dire, mais il ne faut pas le prendre pour toi. C'est pas toi qui fais pas rire les gens, c'est ton propos. Et du coup, ton propos, il est ultra malléable. Tu peux le retravailler, ton propos. Donc, ta personne en soi, si tu es monté sur scène à un moment donné, c'est que tu as senti que tu étais assez pertinent pour le faire. Mais maintenant, il faut que ton propos le soit aussi. Ok. Donc t'as réussi à passer cette étape-là. Oui. Mais parce que je pense qu'au début, tu l'acceptes pas. Enfin, début, tu l'acceptes pas et t'es là en mode, mais putain, ils sont cons, c'est eux qui comprennent pas la blague et tout. Ouais. Mais en fait, non. Et puis, ça fait partie du métier. Il faut se péter la gueule pour voir où est-ce que tu arrives à être marrant et comment tu arrives à être marrant. Si tu es marrant tout de suite, l'enjeu, c'est cool, c'est sympa, mais l'enjeu, il reste un peu moindre. Tandis que si tu arrives, tu testes ta blague, elle est pas marrante, et au lieu de la jeter parce que les gens ne se sont pas marrés une fois, tu vas la retravailler. C'est là, en fait, c'est la sévérité du stand-up, elle reste ici. C'est que si tu vois un 8 minutes, tu sais que ce 8 minutes-là,
tu le vois à un certain stade. Soit tu le vois au début et du coup, tu vas pas te marrer sur les 8 minutes, mais tu vas te marrer sur 2 minutes sur 6. Ok, bah c'est déjà 2 minutes de bien. Donc tu gardes tes 2 minutes et puis les 6 autres minutes, tu les retravailles. Ouais. Ces derniers temps, enfin, ça fait peut-être un peu plus d'1 an, on voit beaucoup ce personnage, Giuseppe Frangola. Oui. Il a connu pas mal de succès. Ouais. C'est fou. Ouais. J'imagine que les gens, ils doivent souvent te le demander quand ils te croisent. Oui. Mais ma question, c'est quand tu as un personnage aussi fort, comment est-ce que tu fais pour arrêter et de passer à la suite? Comment tu le tues, ton personnage? Oh, bah là, pour l'instant, il est bien vivant, Giuseppe. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce personnage-là, je trouve qu'il y a une différence entre la création de ce personnage-là et les MC Tercuit et les André de la Crotta. Ouais. Dans le sens où les MC Tercuit et les André de la Crotta, ils sont nés parce que j'avais une facilité à faire l'accent. Ouais. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est la question de l'accent, etc., c'est un peu plus problématique. Ouais. Mais moi, je pense que je regarde aujourd'hui des trucs que j'ai fait et je me dis, j'ai pas juste fait l'accent, j'ai vraiment créé un personnage avec une vraie histoire. Après, évidemment, c'est des clichés ultra gras et grossiers, mais j'ai pas juste fait... J'ai pas fait l'albanais, j'ai pas fait le vaudois, j'ai créé André de la Crotta, j'ai créé MC Tercuit avec une vraie histoire, des vraies émotions, des vrais caractères ou quoi. Et Giuseppe Frangola, là où c'est intéressant, c'est que moi je suis d'origine italienne, mais j'ai jamais su faire l'accent italien avant tard, où je me suis vraiment entraîné à faire l'accent italien, à parler un peu comme ça, pourquoi. Et puis Giuseppe Frangola, il est né pendant le Covid. Ouais. C'était, on faisait chier, tout le monde se faisait chier. Et là, je me suis entraîné et tout à parler un peu comme ça, ciao, etc. Puis, encore une fois, c'est basé sur le cliché de l'italien qui est très séducteur ou quoi. Mais moi, c'est une porte d'entrée vers de la poésie. Moi, j'ai fait une chanson avec Giuseppe. Ouais, j'ai vu. Ouais. Et je prévois d'en faire une autre, etc. Carrément de faire j'en sais rien, peut-être un petit EP ou un petit album entièrement avec Giuseppe Frangola. Quel délire. Mais franchement, oui. Et parce que ça a toujours été une volonté de ma part aussi de faire un peu de zik. Ouais. Et si je me dis que je peux combiner un peu des blagues avec l'aspect très sérieux et très travail de la musique, et d'arriver avec des beaux textes et tout. En fait, Frangola, c'est mon excuse pour pouvoir écrire des jolis trucs sans devoir être forcément très marrant. Ah ouais, je vois. C'est parce que moi, c'est ton côté émotionnel un peu. Ouais, puis j'ai un goût pour les belles tournures de phrases, pour les beaux mots, pour les beaux textes. Et ça, c'est pas un truc que je peux faire avec cette voix-là, avec ce personnage-là ou quoi. Mais si j'arrive et que je l'enrobe avec des chemises en soie, une belle coupe de cheveux, des mocassins à gland et puis un accent un peu italien, j'ai l'impression que c'est plus légitime aussi de pouvoir le faire. Et Giuseppe, quand je commence mon spectacle, je dis qui me connaît via les réseaux sociaux, puis je dis si jamais il n'y aura pas MC Tercuit, il n'y aura pas André de la Crotta, et il n'y aura pas Giuseppe. Et à chaque fois que je dis qu'il n'y aura pas Giuseppe, les gens ils font ah. Ouais. Mais parce que j'ai envie de le garder pour de la musique, typiquement ça. Et puis il ne s'intègre pas dans ma volonté de proposer du stand-up pur et dur. Ouais. Quand je fais un spectacle de stand-up, c'est moi du début à la fin. C'est ça. C'est un autre aspect de ce que tu fais. Quoi. Exactement. Mais je le tue pas. Je le laisse dormir sur le canapé. Il sert dans mon frigo, c'est pas grave, ça me fait plaisir qu'il soit là parce qu'il est quand même cool. Moi, je trouve que tu as vraiment le génie de choisir des phénomènes de société, de manière générale, sans être dans les clichés, gentil. Tu vois, mais... Les situations que tu expliques, c'est du vécu, tu vois. Je parle là du groupe WhatsApp qui est incroyable, la vidéo du groupe WhatsApp. C'est gentil. Le mec qui rentre de Barcelone. Dernièrement, les gens qui oublient de manger, ça c'est une dinguerie, tu vois. Mais ça, c'est des choses que tu vis, puis tu te dis non mais attends, il faut absolument que je fasse une vidéo là-dessus. Oui. Il y a de ça, et puis moi t'as pas besoin de balancer tes amis qui sont comme ça. Hein, non, mais oui, bien sûr. Et ce que je trouve cool, c'est que plus j'avance dans ma vie, plus j'avance dans ce métier, plus je me dis qu'il y a tellement de choses qui nous connectent tous et que c'est pas forcément les choses les plus englobantes et les plus les plus grosses qui nous lient. Mais il y a toujours plein de petits trucs qui viennent nous créer des liens, que ça soit dans mon entourage et dans ton entourage, on a des gens qui oublient de manger. J'ai oublié de manger. Et c'est plus que des gros trucs ultra visibles. Il y a plein de petites subtilités qui nous lient
Et c'est ça que je trouve assez cool. Quand je crée ces vidéos-là, où j'envoie ma meuf, puis je dis, c'est pas trop spécifique à moi et tout. Et puis des fois, elle me dit oui, mais je l'écoute pas et je poste quand même. Et c'est là où je me rends compte qu'il y a plein de gens qui vivent les mêmes choses au même moment. Et c'est ça que je trouve méga intéressant et que j'explore avec ce genre de vidéos-là. C'est qu'on va aller plus loin que juste les gros trucs, ce à quoi on ressemble, enfin voilà. Et c'est ça que je trouve cool. C'est quoi, il y a plein de choses qui nous lient et j'essaie de déterminer un peu qu'est-ce qui pourrait être le méga liant ou pas. Tu vois, quand je fais une vidéo où je joue un mec un parapentiste, je me dis pas tout le monde connaît les parapentistes, tout le monde a déjà fait du parapente et tout, et je poste cette vidéo et elle fonctionne bien, et c'est là où je me dis ah bah purée, en fait voilà un truc qui encore une fois lie les gens, pas tout le monde, mais ça lie des gens qui ont un peu un univers commun. Où tu vas faire du parapente une fois ou alors t'en fais tous les week-ends, mais t'as ce personnage-là qui vient créer le lien entre ces gens-là. C'est vrai. C'est ça que je trouve cool. Ouais, c'est vrai. T'as raison, parce qu'on a tous autour de nous le mec qui fait des audios beaucoup trop longs, etc. Et pourtant, il y a tellement d'autres choses qui nous différencient. C'est vrai. Mais c'est ça, plus que ce qui nous différencie, moi j'aime bien aller voir ce qui nous lie en fait. Ouais. C'est ça qui est cool. Ok. T'es super actif sur les réseaux, tu sors régulièrement des vidéos, etc. Comment tu vis la pression des vues et des likes ? Alors, grâce au fait que ça fait longtemps que je fais ça, j'ai la chance d'avoir beaucoup de recul par rapport à ça aujourd'hui. Mais j'ai un souvenir de moi, quand je postais pas une vidéo après 4 jours, c'était physique. J'étais pas bien physiquement, j'avais des plaques et tout. Il y avait vraiment cette pression du post, de l'engagement, du partage et des likes. Et je me souviens à une époque où, mais c'est vraiment un truc pas de gosse de riche, mais un problème de riche, où si j'avais pas 300 j'aime en 10 minutes, je supprimais la vidéo parce que pour moi, elle fonctionnait pas assez, quoi. Ah ouais. Ouais, j'avais vraiment ce problème-là, et à un moment donné, ça me prenait tellement la tête que ah putain, il faut absolument que je fasse une vidéo, j'ai pas fait de vidéo, et je me forçais à faire. Et la réception était moins bonne. Ah ouais, parce que c'était moins organique en fait. Exactement. Ta vidéo, elle était pas. Et du coup, j'ai vraiment pris les enseignements de ça. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, en fait, le plus important, c'est d'être constant. Ouais. C'est ça le plus important, c'est d'avoir un calendrier de diffusion, j'en sais rien, mais de poster. Si tu veux poster une fois par semaine, tu postes une fois par semaine. Et si ta vidéo, elle fait 700 j'aime, et puis la semaine d'après, elle en fait 150 000, eh ben, elles font partie d'une même structure qui sont la constance. Ouais, et peut-être que sans celle à 700, tu n'auras pas réussi à créer celle à 150 000. Et puis, si ça se trouve, celle à 700, c'est celle qu'un mec chez France Inter, il va beaucoup plus aimer que celle à 150, tu vois. Enfin, j'ai réussi à me détacher de cette... Parce que déjà, c'est que de l'ego. Ouais, de ouf. C'est pas parce que tu as 150 000 j'aime ou 300 que tu vas gagner plus de thunes. Je gagne pas d'argent avec les réseaux sociaux. Ouais. Ou alors si je bosse avec des marques ou quoi, mais c'est assez rare. Et puis, c'est vraiment que de l'ego, quoi. Et je me suis vite mis en porte-à-faux de ça, où en fait mon ego, il compte moins que ma volonté de vouloir faire rire. Donc autant le mettre un peu de côté. Et puis, si ça marche un peu moins bien, c'est pas grave, ça marche un peu moins bien, mais la prochaine, elle marchera mieux, ou quoi, voilà, c'est ça. Donc c'est venu avec le temps, quoi. Ouais, c'est vraiment un peu comme les bids, quoi. Oui, mais c'est ça. Mais j'ai cette chance d'avoir commencé assez jeune, et puis assez tôt, et d'avoir été... Là, si je commençais maintenant, je pense que j'aurais pas eu la même trajectoire que j'ai aujourd'hui. Ouais. En termes de proposition de contenu, TikTok, c'est fou. La quantité de créateurs, de créations qu'on a aujourd'hui, c'est dingue. C'est dingue. Bah en tout cas, ouais. Moi, j'arrive pas trop à suivre TikTok. Ouais. Je vais le dire, je suis dépassé, je crois. Parce que ça va trop vite. Le nombre de personnes qui sont exposées sur TikTok, qui pètent, etc., de tous les côtés. Chaque jour, je vois une vidéo, puis on me dit, ouais, lui, il a percé sur TikTok, etc. Puis je suis là, mais il fait quoi ? C'est ça. Et en fait, si tu veux, maintenant, t'as une pluralité de façon de percer. C'est trop bizarre de dire ça, parce qu'il y a des gens qui veulent faire ça exclusivement pour percer, mais tu as des gens qui ont des vraies démarches artistiques derrière et tout. Mais aujourd'hui, tu peux être ultra connu parce que tu fais ça avec ton micro, tu vois, tu fais de la ASMR, tu peux être ultra connu parce que tu mets des belles tenues, tu peux être ultra connu parce que
tu reprends une chanson, enfin tu sais le truc, t'as de temps en temps je fume la beuh. Ouais, exact. Et le mec il a explosé Et de ouf. et que ça sort de nulle part. Et en fait, t'as vraiment une accélération de la mise en avant. Mais du coup, il faut pouvoir gérer cette accélération. explosion, Quand ouais. c'est soudain comme ça, bah, tu peux vite devenir fou, quoi. Ouais, c'est vrai. Et moi, j'ai eu de la chance d'être ultra bien entouré quand ça a commencé. Et que moi, typiquement, dans mon groupe de potes, je suis celui qu'on bully. Je sais pas si tu vois, il y en a toujours un, ah, ta gueule, ta gueule. Moi, je suis celui-là dans mon groupe de potes et ça m'a permis d'avoir les pieds sur terre et tout. Et j'observe un peu de loin les jeunes qui explosent, etc. Et tu vois les trajectoires que moi j'aurais pu prendre. Tu vois, où à un moment donné, ils faisaient des super bonnes vidéos, c'était ultra quali, c'était hyper marrant. Et plus tu avances, plus tu vois que cette vidéo est sponsorisée par ci, sponsorisée par ça, ça. Je dis pas que c'est une mauvaise chose. Je dis juste que, à un moment donné, il faut manger. Et puis, si je me suis dit, moi, mon objectif, c'est de faire de la scène, c'est comme ça que je veux gagner ma vie. Ouais. Mais que je m'étais dit, ah non, je peux me faire un maximum de thunes parce que t'as la BCV qui vient, t'as On qui veut bosser avec moi, etc. Donc, je pourrais être aussi drivé par l'aspect financier du truc. Ouais. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, encore une fois, mais je dis que C'est parce que toi, tu veux. c'est pas ce que moi je veux exactement. Ouais. Mais j'observe. Maintenant, je regarde. Il y a des mecs qui explosent sur TikTok qui sont dans la même situation que j'étais moi il y a 10 ans, en mode oh putain, les gars, j'ai arrêté les études et puis maintenant je vais me consacrer. Et puis il y a du travail, c'est hyper important d'être constant et tout, et de pas se faire avoir par cette matrice-là. Enfin, c'est compliqué d'être un créateur de contenu aujourd'hui. Toi, on discutait avant de commencer le podcast. Tu m'as dit maintenant j'ai dû apprendre à gérer la technique. Maintenant je dois faire des trucs pour les réseaux sociaux. C'est tellement pluridisciplinaire qu'il faut être bien entouré, avoir une vision globale et une belle projection de ce que tu as envie de faire et de pourquoi tu fais ça, quoi. Ouais, exactement. Ouais, et je crois que là, tu as tout dit. Le pourquoi, je crois que c'est le plus important. C'est le plus important. Ouais. Ouais. C'est celui qui va donner sens en fait à tout le projet. C'est ça, ouais. Pour revenir à la scène, il y a plusieurs humoristes suisses qui vont à Paris. Ouais. Toi, ça t'a jamais dit, ou alors tu vas peut-être le faire, ou non, tu veux le faire? J'y suis déjà allé. Okay. Ouais. Et je l'ai pas médiatisé parce que justement, pour l'instant, c'est du travail de mise en place. Moi, je suis allé 4-5 fois à Paris. Quand je vais là-bas, je vais jouer au Paname, quand je vais au Goku. La prochaine fois, je pense que j'irai au Madame Sarfati aussi. Enfin, tu vois. Et pour l'instant, j'y vais juste pour montrer ma tête. Regardez, je suis marrant. Et puis, je reviens dans 6 mois. Et puis, en fait, ça fait partie d'une stratégie où je commence, je monte ma tête dans les comédie clubs. Et à terme, peut-être qu'un jour, je vais proposer mon spectacle 1 fois par semaine dans un théâtre. Mais parce que j'aurais fait vraiment un travail de terrain. Parce que Paris, par rapport à la Suisse romande, c'est autre chose. En Suisse romande, on est 35. À Paris, ils sont 35 000 humoristes. Et du coup, pour choper des dates, c'est plus compliqué. Pour avoir des gens dans ta salle, c'est plus compliqué. Tout est plus compliqué, tout est plus laborieux. Et du coup, moi, je vais arriver là-bas vraiment blindé, où je fais mes trucs, c'est quali tout de suite. Et du coup, je brûle dans le guillemet des étapes parce que j'ai réussi à faire un truc bien ici et de bien faire le trajet là-bas, quoi. Ouais. Tu veux pas aller là-bas, tâter là-bas et puis ensuite, exactement. Et puis justement de ce truc du je suis à Paris, regardez, il y a 15 stories des endroits où j'ai joué. Non, pour l'instant je le fais en soum parce que j'ai l'impression qu'il faut que je le fasse comme ça. Ok, je comprends. Écoute, on espère que ça on ira dans ce sens-là et puis bien. que ça marche comme tu as prévu. C'est quoi les choses que tu as fait et que tu n'as... Enfin, non, c'est quoi les choses que tu n'as pas encore fait et que tu voudrais réaliser? Tu as fait de la radio, tu as fait de la télé, du cinéma. Ouais. J'ai envie d'écrire pour le ciné ou pour des séries. J'ai envie d'écrire des trucs. Oups, pardon, j'ai le téléphone qui vibre. Je suis désolé. Non, j'ai envie d'écrire des trucs, que ce soit des séries, des films. J'ai envie de jouer aussi au cinéma ou dans des séries et tout. Ça, c'est un objectif. Et n'importe
quel type de Non, rôle, j'ai envie de ou- faire des blagues. J'ai envie de faire des blagues. Ouais. J'ai envie d'être marrant. Et puis, si je le fais déjà, et si ça se passe bien, je ferai. Ouais, on l'attendait pas. Tu sais, un Jim Carrey qui fait un rôle dramatique, quoi. Non, mais moi, l'idée, c'est de la comédie. C'est ça qui est important. Ouais. Et c'est ça que j'aime faire, c'est la comédie. Donc, oui. Mais j'ai des projets d'écriture. Enfin, pour l'instant, j'ai pas le temps, mais j'ai des projets. J'ai déjà des idées de pitch pour des séries et des trucs comme ça Ok, que j'ai envie trop bien. de créer et tout. Donc, ouais. Magnifique. C'est ça que j'ai envie de faire. Ouais, C'est ouais. de la télé, des séries et des films. Netflix. Ouais, peut-être, pourquoi pas, on sait pas. On va passer à des questions un peu diverses. Moi, Oui. je trouve que votre génération d'humoristes, alors on en a mentionné certains tout à l'heure, Ouais. je trouve qu'elle a ramené un vrai mouvement. Avant ça, je suis désolé, mais mes rêves dans l'humour suisse, c'était genre Marie-Thérèse Ouais, c'était Porchet, Marie-Thérèse, ouais, c'est ça. etc. Donc, t'expliques comment que vous avez tous eu cette lumière à peu près en même temps, tu vois. Déjà Internet, je pense. Ouais. Dans le sens où on peut mettre en avant notre contenu, notre art, entre guillemets, Mhm. ailleurs que dans une salle de spectacle. Ouais. Donc ça, je pense que ça a été ultra déterminant. Et même, tu vois, moi, du coup, moi, j'ai toujours été fan de l'humour en soi. Et du coup, je me suis intéressé aussi à l'humour, à ce qu'il fait en Suisse. Mais Joseph Goroni, donc Marie-Thérèse Porchet, Frédéric Recrozio, Marc Donet-Monet, Brigitte Rosset, Yann Lambiel, tous ces gens-là, ils étaient là et il y a eu un rayonnement en Suisse romande. Marie-Thérèse à Paris, ça cartonne. Ouais. Et du coup, il y a eu une préparation de terrain de la part de ces gens-là. Mais ce qui a été déterminant, je pense, pour le stand-up, déjà, c'est l'avènement du Jamel Comedy Club via Internet, Ouais, c'est YouTube vrai. et tout. Ouais. La forme, du coup, les gens découvrent cette forme-là, découvrent l'humour autrement. Ailleurs que dans un théâtre avec des belles moulures et de la tapisserie, Ouais, tu ouais, vois, c'est tu peux vrai. jouer dans des lieux qui sont des caves. Il y a ça, il y a la volonté de proposer quelque chose de différent. Et c'est vrai que, tu vois, par exemple, Nathanaël Rochin, Ouais. qui est vraiment le liant entre la génération stand-up et la génération peut-être un peu plus qui nous précède. Les anciens. Ouais. Ouais, c'est ça. Et t'as Nathanaël Rochat au milieu, qui est un génie. Pour moi, c'est notre père à tous, en fait. Je pense en Ouais. Suisse romande, Nathanaël Rochat, c'est notre père à tous. C'est le premier mec suisse que j'ai vu faire un Montreux de mes yeux en mode sur YouTube. J'ai vu Frédéric Recrozio avant aussi. Il y avait eu Samir Alic aussi à l'époque. Ouais, c'est juste, ouais, ça me C'est ça, rassure. mais tu vois, et ces mecs-là, donc Nathanaël Rochat, Samir Alic, Fred Recrozio, c'est des gens que tu croises, tu peux croiser dans la rue comme ça, Ouais. mais que tu vois sur la scène du Montreux Comédie, et tu te dis, en fait, t'as un peu ce truc où, putain, lui, il le fait, il est suisse roman, et il arrive à avoir un rayonnement là, et puis du coup, ça te donne envie, quoi. T'as un peu un espèce t'as des locomotives, Mhm. et ces locomotives-là, moi je trouve que ça vient s'inscrire dans un truc un peu plus global. T'as les deux Vincent aussi, Ah ouais, c'est juste. avec 120 secondes, qui ont popularisé du coup la radio filmée. Si les deux Vincent avaient pas tenté la radio filmée, peut-être que Yann Marguet, les orties auraient eu moins d'impact ou quoi. On C'est sait vrai, pas, tu vois, ouais. mais tout le monde a eu son rôle à jouer dans la mise en avant de l'humour en Suisse romande. Et je pense que notre génération, du coup, Thomas, Marina Rollman, Charles Nouveau, Alexandre Kominek, qui d'autre encore, Yann Marguet, qui arrivait un peu plus tard, j'ai l'impression. Mais toute cette équipe-là, en fait, on a un peu récupéré le travail mâché déjà par les générations d'avant, quoi. Ouais, et puis vous avez emmené ça plus loin, quoi. Et puis justement, nous, l'objectif, moi, j'en vois encore maintenant qui arrive, et c'est super, et c'est génial, et de faire partie de ce rouage-là, moi, ça me rend méga fier, en fait, de mettre en avant l'humour en Suisse romande, parce que je suis convaincu qu'on a une qualité qui est superbe ici en Suisse romande, et je suis très heureux de faire partie de ces rouages-là et de pouvoir, moi, me mettre en avant et mettre en avant l'humour en Suisse romande et mettre en avant les humoristes suisses romands qui sont peut-être un petit peu moins connus parce que moins bonne gestion des réseaux, parce que, enfin voilà, il y a plein de facteurs qui font que aujourd'hui tu gagnes à être connu ou pas, mais c'est dur comme métier d'être connu, de devenir connu, entre guillemets, dans ton art, c'est dur, quoi, parce qu'il faut être ultra constant, il faut savoir toucher à tout et tout, mais t'as plein d'humoristes en Suisse romande qui sont géniaux, mais qui ont peut-être un peu plus de peine à faire des vidéos sur Instagram, etc. Mais ils doivent le faire, mais ils le font. Enfin, voilà. Mais c'est génial, l'humour en Suisse romande, on a vraiment un vrai vivier d'humoristes qui sont bons, quoi. Ouais. Et du coup, parmi toutes ces personnes, enfin, j'ai l'impression qu'il y a
dans le mouvement, en tout cas, il y a une bonne vibe. J'ai Mhm. l'impression que tout le monde s'entend bien, etc. Mais quelque part, vous êtes un peu en concurrence quand même. Ouais, oui. Il y a un... Ou alors pas, je sais pas. Ouais, non. Bah, en fait, si tu veux, typiquement, si je peux te faire une espèce de métaphore, allégorie ou quoi, à Paris, quand tu es sur un plateau, donc c'est un enchaînement d'humoristes qui jouent les uns après les autres. Quand tu es sur un comedy club, la mentalité là-bas, c'est je vais être le plus marrant du plateau. Ouais. C'est ça l'objectif, c'est d'être le plus marrant du plateau. Ouais. Et du coup, il y a beaucoup de gars, quand tu les vois à Paris, t'as vraiment un truc en mode il passe après un gars qui cartonne et ça lui casse les couilles que le gars d'avant lui a cartonné. Ouais, parce que enfin, voilà. Mais c'est une concurrence qui est saine et qui est importante, et je pense qu'il faut qu'il y ait de la concurrence parce que ça vient élever le niveau et c'est ça qui est important. Et ensuite, je pense, déjà, on se connaît tous parce que le circuit est minuscule, donc il y a de la concurrence sans vraiment en avoir. Déjà, on est suisse en fait. Il y a de ça. Déjà, on est content de se voir, on est content d'être là, et puis salut, ça, putain, ça me fait plaisir qu'on soit là, on va faire un spectacle, c'est chouette. Ouais. Il y a déjà ça, je pense clairement qu'il y a déjà ça. Et puis, il y a aussi ce côté où les places, je pense que tout le monde peut s'asseoir sur un siège. Les sièges, on n'est pas genre 150 pour le même siège, tu vois. Typiquement, si tu veux faire de la radio, les bras cassés, on est une vingtaine de chroniqueurs qui tournent, c'est ça. C'est pas parce que les gens vont aller voir Thomas qui vont pas aller me voir moi, par exemple. Ouais. C'est pas parce que les gens regardent Cash qui vont pas regarder Quotidien parce qu'il y en a dedans, tu vois. Ouais. Donc il y a un peu, c'est une concurrence à la Suisse, ouais. C'est un peu un truc en mode, ça me fait plaisir que ça marche bien pour toi. Puis, ça marche bien pour toi aussi, ouais, ça marche bien. Toi, ça va bientôt bien marcher, ouais, t'inquiète pas, je me fais pas. Ah ouais, c'est un peu. Mais c'est ce qui est bien, hein, oui, honnêtement. et puis justement, c'est ça qui est cool, c'est que au lieu peut-être de se tirer dans les pattes, c'est pas la concurrence où on se tire dans les pattes, c'est la concurrence où on veut s'élever un peu les uns aux autres parce qu'on est conscient que si on le fait tous ensemble, et ben l'humour en Suisse romande va gagner en pertinence, va gagner en rayonnement, plus que juste moi qui rayonne et qui gagne en qualité. Non, c'est tous ensemble. Il y a un peu un côté, une grande famille. Ouais, puis je trouve qu'il y a un peu un truc comme dans le hip-hop, par exemple, où il y avait les anciens qui vous ont aidé, et puis là, il y a les nouveaux qui arrivent, et je pense que vous les aidez aussi d'une certaine manière, etc. Donc, c'est plus tout le monde qui se bat pour le mouvement que que se battre pour soi. Ouais, c'est ça, exactement. En tout cas, ça fait plaisir à voir. J'espère que ça va continuer à avancer. Il y a une anecdote un peu marrante. Moi, il y a un peu moins de 2 ans, je vais à un mariage. Je vois que tu es là. Je me dis, cool, il va sûrement performer, le mec, et tout. Il va nous faire rire. Mais là, on me dit que tu vas mixer, tu vois. Exactement. Donc là, moi, je comprends pas. Donc, tu es aussi DJ maintenant et t'aimes bien faire ça. J'aime bien faire ça. J'ai toujours un attrait pour la musique. Alors, je mixe pas à tous les mariages, vous le saurez. C'est des gens qui m'écoutent, qui nous écoutent et qui veulent me booker. Non, c'est que les mariages pour les potes. Ouais. Moi, en fait, c'est un truc que j'ai cultivé, que je cultive depuis longtemps. C'est le goût de la musique. J'ai été soliste au Chœur des ados de Villeneuve. Ok. Enfin, ouais, j'aime bien la zik. Et être DJ, du coup, c'est un truc qui me titillait, mais sans forcément plus, tu vois. Et il y avait la fête des vignerons à Vevey, qui est une fête qui a lieu tous les 25 ans. Ah ouais, je me souviens. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y avait plein de petits caveaux partout dans Vevey. Pendant un mois, Vevey, c'était la teuf. Ouais. C'était la teuf. C'était New York. Ouais, vraiment, mais New York avec du chasselas et puis des bretelles, quoi. Et j'avais un pote qui avait un caveau. Et puis, je me suis dit, tu sais quoi, la fête des vignerons, c'était juillet-août. En avril, je m'achète un petit contrôleur chez Manor à 400 balles, un truc que tu branches à l'ordi. Et j'ai appris à mixer dans la perspective de pouvoir mixer dans ces caveaux. Résultat, je ne savais pas mixer quand la fête des Vignons est arrivée, mais on m'a quand même dit vas-y mixe. Du coup c'était un peu n'importe quoi et c'est un truc que j'ai bien aimé en fait. Ouais. Donc quand j'ai commencé à me renseigner sur YouTube, je regardais des tutos, etc. Et au fil du temps, je me suis construit un certain skill et une certaine bibliothèque. Et maintenant c'est vrai qu'il y a des fois typiquement là, ça fait 3 ans que je joue à l'Extrême de Verbier. Ouais. Pour la finale de l'Extrême de Verbier et c'est génial à chaque fois et du coup je pense que j'ai 7-8 dates par année
Mais c'est 7 ou 8 dates où je me réjouis de faire, quoi. Ouais, C'est ça. magnifique. Et puis, je me marre. Je joue pour des anniversaires de brasserie, pour des événements, des trucs. Ah, c'est marrant, il y a Provence qui vient mixer, quoi. Et Ouais. du coup, il y a un peu ce côté où j'ai envie de montrer que je sais bien mixer, mais je reste un humoriste, donc il faut que je fasse des trucs un peu marrants. Il faut que tu prennes le micro. Il faut qu'il y ait un équilibre, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, je m'éclate à faire, mais c'est vraiment, je mets pas dans ma bio Instagram que je suis DJ, quoi. C'est vraiment, je fais ça à côté, ça me fait rire, quoi. Ok. Bon, bah écoute, j'espère que ça grandira aussi. Ouais. Mais d'abord parlons, d'abord les blagues, ouais. Et d'ailleurs, du coup, tu es encore en tournée pour ton spectacle qui s'appelle Le spectacle est permanent. C'est ça, le spectacle est permanent, ouais. Et en 2 mots, tu évoques qu'est-ce qui. Enfin, pas forcément expliquer ce dont tu parles dans le spectacle, mais c'est quoi l'inspiration, qu'est-ce que tu veux passer à travers ce spectacle, et peut-être après. Où est-ce que tu es prochainement? Ouais. Bah écoute, moi, dans ce spectacle, c'est un peu un spectacle de trentenaire, je t'avoue, où je suis un peu à la croisée entre l'adolescence et la vie d'adulte. C'est un spectacle qui, je pense, qu'il parle beaucoup de moi, mais qui va, encore une fois, dans cette volonté de trouver des trucs qui nous lient. Ouais. C'est plus faire du particulier au général plutôt que du général au particulier. C'est ça l'objectif du spectacle. Et le postulat, le spectacle est permanent. C'est que pour moi, tout est spectaculaire, il faut se délecter de tout ce qui nous entoure, de tout ce qu'on vit, que ce soit les situations horribles qu'on traverse ou les situations géniales qu'on vit. Tout est spectaculaire. Ouais, que ça soit tragique ou comique ou totalement plat, tout est spectacle. Et du coup, c'est ça que j'encourage à la fin du spectacle. J'encourage les gens à vraiment prendre les choses dans une globalité, dans un aspect spectaculaire du truc. Mais pas spectaculaire, genre des feux d'artifice, tu vois. Ah ouais, vraiment, bien sûr. Ouais, tout mémorable. Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est ça l'objectif du spectacle. C'est de repartir de cette marée, d'avoir cette espèce de façon d'aborder les choses, et puis ouais, d'en apprendre un petit peu plus sur. Moi, je me livre aussi beaucoup dans ce spectacle. Ouais. Il y a des choses que j'ai jamais dit, que je donne dans mon spectacle, tu vois. Et du coup, bah, là, je joue... l'épisode sort, on est le mercredi 17, un truc comme ça. Ouais, ça va sortir d'ici 3-4 jours. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, je serai à Forel le 17, donc je sais pas si. C'est où Forel ? Forel, c'est au-dessus de Vevey. Je joue mon spectacle entier pour une jeunesse, pour la jeunesse, pour la FVJC, donc la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes. Ensuite, le 26 et 27 avril, je suis au Petit Passage à Neuchâtel pour mon spectacle complet aussi. Je joue le 2 mai au D-Club à Lausanne. Ok, nice. Et le 7 juin... Mais là, tu mixes après ou pas ? Non. Okay. Je l'ai fait une fois, ça. Je l'ai fait une fois. Attends, je joue le 7 juin aussi à Chamoison. Ouais. Mais j'ai fait une fois ça. Parce que je voulais, avec la tournée, faire... je viens faire rire ta ville et ensuite je viens faire danser ta ville. Ouais. Et du coup, je joue mon spectacle à l'Octogone à Puy au mois de février. Et après, je vais mixer à l'ABC en mode Pâques, quoi. Ouais. Et c'était la journée la plus longue de ma vie. Ouais. J'ai joué le spectacle. Déjà, à la fin du spectacle, je suis cuit. Ouais. Et ensuite, j'ai dû partir à l'ABC, mixer jusqu'à 5h du mat. J'ai dit, mais plus jamais je fais ça. Ouais. Bon, bah, essayer de dissocier les choses. Exactement. Pas faire tout en même temps. Ok. Donc, jusqu'au 2 juin. Il y a le 7 juin à Chamoison. À l'espace Johannis. Donc, pour les Valaisans. Neuchâtel. Lausanne et Chamoison. Exactement. Puis j'ai des dates qui commencent gentiment à arriver mais qui ne sont pas encore confirmées pour la deuxième partie d'année. Ok. De toute façon, je pense qu'ils peuvent tout retrouver sur ta bio sur Instagram. Exactement. @mydudness. Exactement. Parfait. Avant de passer au quiz de fin, je vais terminer avec la question de l'invité précédent qui était K-Swiss. Ouais. Et il a demandé quelle a été la meilleure leçon de ces 3 dernières années. Oh, c'est une bonne question. Je pense que la leçon que j'ai pu tirer des 3 dernières années, c'était de s'écouter plus que... Attends, non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais en gros, faire pour soi avant de faire pour les autres. Ouais. Et ça dans le métier que je fais, c'est tellement important de pas vouloir faire rire les autres avant de se faire rire soi. Ouais. Moi, j'aborde beaucoup ce métier en me disant, est-ce que moi, ça me fait rire, ça ? Ouais. Alors, si moi, ça me fait rire, ça fera rire au moins une autre personne. Ouais. Donc, plus travailler pour soi que pour les autres. Et puis, les autres, c'est à eux de faire le chemin plutôt que toi aller à eux. Parce que quand tu regardes tes vidéos que tu fais sur Instagram, t'es mort de rire devant des fois ?
Bah non, mais ça me fait rire de faire, et ça me fait rire de. Et je pense qu'il faut être son premier public, parce qu'autrement tu t'es pas convaincu, et puis tu fais des trucs pour les gens et toi ça, y a pas de résonance, pardon. Ouais. Donc oui, moi ça me fait rire, les trucs que je fais me font rire, et c'est pas du tout de l'arrogance ou quoi. Je pense que c'est méga important si tu fais de la zik, c'est de la zik que tu as envie d'écouter, tu vois. Ah ouais, bien sûr. Et j'ai un pote qui m'a demandé si t'es en ville. Si t'es pas toi, mais que et que tu passes en ville, est-ce que tu irais te voir? Il y a un gars qui m'a demandé ça, tu vois. Et honnêtement, j'ai dit ouais, parce que j'aime bien ce que je fais. Ouais. Et c'est vraiment neutre comme façon de le dire, mais j'aime bien ce que je fais. Et je pense que c'est important de bien aimer ce qu'on fait. Ouais, je trouve que c'est des choses qui se ressentent en plus, tu vois. Quand tu performes le spectacle, des fois, t'as des comédiens qui vont rigoler avant de faire leur blague. Oui, c'est ça, mais parce qu'ils prennent du plaisir et ça les fait marrer, quoi. Ok, très bien. Johan, on va passer aux 3 questions, au quiz avant de passer aux questions de fin. Oui. C'est simple, je te donne 2 options, tu choisis une des options, il n'y a pas de piège. D'accord. Alors, un Olympia ou un Théâtre du Léman sold out? Ou c'est une bonne question. Je pense que je dirais un Olympia, parce que ça voudra dire que j'ai eu déjà un Léman sold out. Ok, je vois. Si je remplis l'Olympia, ça veut dire que j'ai rempli le Léman. Voilà, normalement. Non, mais c'est vrai que ça doit être un kiff d'avoir son nom sur cette. Ouais, à fond. Je pense qu'Alex, typiquement, il va avoir un je lui souhaite, je lui souhaite. Marina, qui a été la première humoriste suisse à faire un Olympia, elle a vu son Olympia il y a pas longtemps. Et je trouve génial, quoi. Marina Rollman. C'est beau de voir les Suisses qui. Oui. Makala aussi qui est allé faire son Olympia. C'est ça, Makala, c'est marqué Makala à l'Olympia, c'est génial. C'est incroyable. C'est génial. Ouais, en espérant qu'il y en ait d'autres prochainement, et on te le souhaite, bien sûr. Giuseppe Frangola ou MC Terquit? Giuseppe Frangola pour MC Terquit pour la tendresse, mais Giuseppe Frangola pour tout ce qui l'amène, en fait. Ouais. J'ai vraiment l'impression d'évoluer avec ce personnage-là. Mm-hmm. Plutôt qu'MC Terquit. MC Terquit, j'ai adoré aussi, mais c'est un personnage de jeune humoriste, tu vois. Et Frangola, je trouve qu'il y a une vraie profondeur, une vraie résonance, encore une fois je le dis, mais il y a un vrai truc, je trouve, avec Frangola que je peux exploiter, dans lequel je peux m'amuser et naviguer, quoi. Ok, magnifique. Mais en plus là, l'été arrive, je pense qu'il va réapparaître. Je crois qu'on l'attend tous. Exactement. J'attends juste que j'ai fait un tatou il y a pas longtemps, j'attends juste qu'il soit cicatrisé, et ensuite après il y a une vidéo pour Frangola déjà. Magnifique. Pour terminer, Zidane ou Del Piero? Oh purée, t'es pas sympa. Ouais. J'ai fait mes devoirs, tu vois, je suis allé voir un peu tes rêves. T'es pas sympa. Del Piero, allez. Del Piero. C'est le premier maillot que j'ai eu quand j'étais petit, j'avais le numéro 7. Tu te souviens les maillots Kappa de l'Italie, qui collaient à la peau? De ouf. J'étais allé chez Sport 2000 à Montreux et c'était marqué Del Piero. Mais dans le 7, il y avait un Sport 2000, c'était vraiment pas le bon flocage, mais c'est un des premiers vraies sensations, c'était avec Alessandro Del Piero. Ouais. Ok. Alors, Johan, on va passer aux questions de fin. Ouais. Alors, premièrement, si tu pouvais passer 1 heure avec une personnalité de ton choix, morte ou vivante? C'est dur, hein. Je sais pas, parce que est-ce que j'ai envie de parler du métier? Est-ce que j'ai envie de parler de la vie? Est-ce que j'ai envie de parler de rien? Choisir, c'est renoncer. Ouais, c'est ça. Parlons du métier, alors. Ouais, pour parler du métier. Je pense avec Eddie Izzard. Okay. Un des premiers mecs où je me suis dit ah putain ouais, parce que les Thomas N'Gijol et tout ça, oui, ça a été un peu le déclencheur de ça, mais Eddie Izzard, ça a vraiment été, j'ai l'impression, le petit push en plus, quoi. Ouais. Donc je pense Eddie Izzard, ouais. Ok. Ton son du moment? Mon son du moment, j'y ai réfléchi en plus, ça s'appelle Never Get Old d'un Français qui s'appelle Jean Tonic, que j'adore et que j'écoute au moins 1 fois par jour. Never Get Old, si jamais. Never Get Old de Jean Tonic. Ok, très bien. Si tu avais une page Instagram à recommander? Tu sais quoi, j'y ai réfléchi en venant avec la bagnole, et tu sais, la page Instagram de Cristiano Ronaldo. Ouais. Parce que c'est une grande ville de 628 millions d'habitants, et c'est incroyable. Et en fait, tu peux te balader dans les commentaires et discuter avec des gens, et tu vas aller voir le monde entier. C'est incroyable. Sur la page, enfin.
628 millions, c'est 628 millions d'abonnés. C'est incroyable. Et c'est vraiment, il y a les posts, les petits quartiers avec des habitants qui sont les commentaires. Enfin, je trouve assez intéressant qu'il y a vraiment une sociologie et une démographie Incroyable. dans ces immenses pages Instagram. Mais si je dois être un peu plus premier degré, il y a une page qui me fait beaucoup rire, qui s'appelle Random Official, Ouais. où c'est juste des posts de méga aléatoires et ça me fait beaucoup marrer. Enfin, ça montre qu'il y a des gens qui sont complètement fous sur cette planète. Il y a vraiment des gens qui sont complètement fous. Oui. Pour terminer, ta question pour le prochain invité. Je t'ai déjà qui c'est ou Non, tu sais non, ok. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire et à accomplir ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Quelles ont été tes motivations? Tes motivations pour ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Très bien. Eh ben, je passerai le message. Merci d'être venu, Avec plaisir. Johan. Merci Avant à de toi. partir, comme chaque invité, tu reçois un sel pimenté. Ah, De mais je LVDD? l'ai en plus. C'est vrai? Je l'ai reçu à la maison aussi. Ah ouais? Il m'a envoyé tout un package. Ah ouais? Et je me régale. Bah là, tu vois, t'as un refill. Le Tropical Punch, je le Ah mets ouais. partout. Ouais, Je le très mets bien. même sur mes tartines avec de la confiture, je mets du Tropical Punch dessus. Je lui transmettrai, il sera C'est- ravi d'entendre tout C'est génial, ça. c'est trop bon. Et Mais merci beaucoup. ouais, avec grand plaisir. Et j'ai aussi un nouveau partenaire, Ah. un truc bien 2024, bien Oui, maté, un petit maté. bien exactement Je me pour bois mon maté après le padel en fait. exact. C'est paddle. vraiment après le paddle, ouais. Ouais, je fais mon Donc petit maté. c'est Puerto Maté avec le puro qui est là pour toi. Donc là t'en as un, je t'en donne un C'est deuxième. gentil. J'ai Comme deux ça, Puerto Maté. tu vois, Trop bien. t'es Merci bien, là. beaucoup. Je vais- Si t'es un peu fatigué, Ouais, je pense que si je bois les deux, je dors pas jusqu'à mercredi. C'est facile. ça tombe bien, l'épisode sort mercredi, donc Voilà. donc voilà. Et puis si jamais tu veux mixer, enfin faire ton spectacle et mixer, Ouais. eh ben un petit maté entre. Ah oui, c'est ça. Un maté pour le spectacle et un maté pour le DJ set. Exact. Et t'es bien. Là, Je vais commencer à voir des sons. ouais, bah peut-être. Non, mais je crois que ça va, c'est assez Oui, je crois doux. que ça va, ouais. On s'en sort assez bien. Et moi, j'aime beaucoup le goût. C'est pas pour faire le gars, mais en fait, c'est celui que je prenais pour prendre le train. Ouais. Et voilà. Donc, C'est du vrai coup, on a réussi Moi, j'ai à découvert faire ça. le maté avec le fameux voyage à Berlin où tout le monde buvait du club maté. Ouais. Et j'ai bu le club maté, j'étais oh! Et puis en fait, maintenant, plus j'avance, plus je me dis, ah, mais le Puerto Maté, je connaissais, il y en a à la radio, ils en vendent et tout. Et Ouais. c'est assez bon, quoi. Ouais. T'as celui au gingembre aussi. Ouais. Il y en Et a un puis au gingembre. à la grenade Ouais, aussi. c'est ça. tu vois. Johan, merci beaucoup d'avoir passé Merci à ce toi. temps avec moi. Merci d'avoir pris le temps d'être venu Écoute, ici à merci toi Lausanne. de m'avoir reçu et toi aussi d'avoir fait du coup un bout du chemin vers moi. quoi. Ouais. On s'est retrouvés à mi-chemin. Exactement. Je te souhaite plein de belles choses, plein de succès pour le spectacle. J'essaierai de venir soit à Neuchâtel, soit à Lausanne, Mais des tout clubs. pareil. Et puis, plein de bonnes choses pour la suite. Oui, quoi. et j'espère pour toi que la question que je poserai à l'invité, ce sera, je sais pas, Damso ou Karim Benzema. Tu vois. Voilà. On sait pas. On sait Voilà, pas. c'est ça, c'est Tu l'objectif. verras. Objectif, poser une question à Damso. Voilà. Merci beaucoup, Johan. Merci à toi. Merci à tout le monde. Merci d'avoir écouté l'épisode. N'oubliez pas, vous pouvez toujours mettre les 5 étoiles sur les différentes plateformes. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sur la section sondage. Et on se voit au prochain épisode. Bye. Dedicated Podcast.